Alors, salam alaikum. Bonjour mesdames et messieurs. Donc de prime abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont veillé peu ou prou à l'organisation de cet événement. Donc j'espère qu'à travers cet échange, nous allons essayer de pouvoir lever le voile sur la question de l'intégration de la communauté. Donc ça se déclinera de manière un peu positive. Donc nous allons essayer d'étudier des cas d'intégration réussis. Donc les Marocains qui ont réussi à se frayer leur bon nombre de chemins. Pas seulement des Marocains, nous ne sommes pas les seuls à être concernés, ma foi, mais nous allons essayer de mettre l'accent essentiellement sur le parcours de la communauté marocaine, pratiquement depuis le début du flux migratoire à partir du Maroc. Moi, avant de parler d'intégration réussie, nous allons parler de chronologie. Donc j'ai clairement expliqué à mon cher ami ses voisins que l'histoire fait partie de mon champ d'intérêt. La chronologie, disons, des faits saillants ayant émaillé le processus migratoire provenant du Maroc est très important pour comprendre un peu les mutations qui se sont opérées depuis. Alors, ma foi, il y a plusieurs tranches à prendre en considération. D'abord et avant tout, on peut parler d'une période historique de la plus haute importance, donc celle du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que s'est-il passé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale? Là, le rapport il est direct avec le flux migratoire marocain vers le Canada. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc évidemment le plan de partage en Palestine, donc qui a été un peu imposé par les Nations Unies sous l'égide des États-Unis, donc ce qui a donné lieu évidemment à la création de l'État d'Israël et, disons, le déclenchement de la première guerre israélo-arabe. Donc à partir de là, il y a eu un premier flux migratoire, donc à partir du Maroc vers soit la terre promise, soit le continent nord-américain, et même la France et d'autres pays européens étaient concernés par ce flux. Et donc à partir de là, les années 1950 et 1960 ont donné le coup d'envoi d'un flux migratoire que l'on pourrait qualifier de très important vers l'Amérique du Nord, donc c'est-à-dire vers les États-Unis et vers le Canada. Donc là, on parle d'une première vague migratoire qui s'est opérée entre les années 1950 et 1960, une vague migratoire juive. Une vague migratoire juive marocaine, donc une vague migratoire séfarade qui a dû, ma foi, s'acclimater dans un environnement totalement différent avec, disons, une communauté ashkénaze. Et donc, vous pouvez me croire si je vous dis que les atomes étaient loin d'être crochus. On peut croire en un seul Dieu, et pourtant, donc les divergences donc, en termes culturels et identitaires étaient particulièrement profondes. Et donc, les relations entre les uns et les autres ne se sont pas annoncées sous les meilleurs auspices. Donc, ma foi, il y a eu quand même il y a eu une période de rodage avant que la communauté juive marocaine séfarade ne commence à voler de ses propres ailes. Alors, tout ça, ça nous ramène au contexte des années 1950-1960. À l'époque, la communauté marocaine musulmane brillait par son absence. C'est-à-dire que le Canada, les États-Unis peut-être à un degré moindre, mais le Canada spécialement, était ce que l'on pourrait qualifier dans un jargon géographique terra incognita, terre inconnue. Terre inconnue, c'est-à-dire où ça ne figurait sur aucune carte migratoire. Le Canada n'intéressait quasiment personne. À l'époque, dans les années 1950-1960, la destination naturelle pour les Marocains, les quelques privilégiés, qu'ils soient marocains, qu'ils soient algériens, qu'ils soient tunisiens, et même les Arabes de la péninsule arabique ou des pays, du Liban ou ailleurs. Donc ceux qui en avaient les moyens optaient tout naturellement, ma foi, pour les États-Unis ou pour l'Europe, mais le Canada n'était pas nécessairement un choix naturel, une destination de prédilection. Alors, donc ce qui fait que non seulement il n'y avait pas de politique d'immigration. D'abord et avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas de politique d'immigration à proprement parler. Et en plus, il n'y avait pas de liaison directe entre le Maroc et le Canada. Ajoutons à cela qu'il n'y avait même pas de relations diplomatiques. Si ma mémoire est bonne, et corrigez-moi si je me trompe, je pense que l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada remonte à 1967. Donc on vient effectivement de célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations entre le Maroc et le Canada. Ce qui fait qu'on peut dire que lorsque je parle du Maroc, on peut également élargir
un peu cette donne à, disons, au contexte algérien et tunisien. Donc on parle exactement du même contexte. Alors, il n'y avait pas de relations diplomatiques, il n'y avait pas de vol direct entre Montréal et Casablanca, donc il fallait passer par New York ou par Paris avant donc de rejoindre Montréal. Et donc, ce qui fait que les relations étaient réduites au strict minimum. À partir de 1967, à partir des années de la fin des années 1960, début des années 1970, on peut dire qu'il y a eu, ma foi, quelques électrons libres, quelques aventuriers, entre guillemets, de la communauté marocaine de confession musulmane, qui ont commencé à... se sont rendus au Canada, pas nécessairement pour s'y établir, mais pour voir un peu ce qui c'est, de quoi, et si on pouvait s'acclimater, si on pouvait s'adapter. Et puis, ma foi, ça a réussi pour certains, qui se sont dit, non, moi je vais m'installer au Canada. Donc, et moi je connais personnellement, et certains de mes amis également, quelques représentants de la communauté qui se sont installés au Canada dans le contexte de l'organisation de l'exposition universelle de Montréal de 1967. Ils étaient très peu nombreux. On parle carrément à l'époque de quelques dizaines de représentants qui ont renforcé donc le contingent composé de juifs marocains de souche de séfarades, de juifs séfarades marocains. Alors donc voilà voilà comment un peu le processus migratoire il a pris souche. Mais ce que j'aimerais mentionner, c'est que ce n'est qu'à partir du tout début des années 1980 que là on commence à parler du coup d'envoi de l'immigration maghrébine vers le Canada, pas seulement marocain. Bon, j'essaie un peu d'élargir parce qu'au cas où il y aurait des représentants de la communauté tunisienne ou algérienne, mais globalement c'est exactement le même principe. Donc ce n'est qu'à partir du début des années 1980 que l'on commence à parler réellement de point de départ donc de l'immigration maghrébine vers le Canada. Alors que s'est-il passé au début des années 1980 ? Eh bien c'est très simple. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, là évidemment nous avons reçu pour consigne de ne pas évoquer le champ politique et il n'en sera pas question, soyez sans crainte. Sauf qu'un gouvernement à l'époque, un gouvernement québécois, donc un gouvernement provincial, avait décidé d'accueillir donc de loger à la même enseigne les étudiants maghrébins et les étudiants québécois. C'est-à-dire, on a lancé un appel aux étudiants maghrébins et même ceux provenant d'autres pays francophones, des pays africains et autres, etc., si ma mémoire est bonne, pour qu'ils puissent étudier au Québec, donc en défrayant les mêmes coûts que n'importe quel étudiant québécois. Nous sommes d'accord ? C'est à la lumière de cette opération qu'un nombre très appréciable d'étudiants, et je dis bien étudiants, qui ont fini par devenir résidents permanents par la suite, dont Séboisa par exemple, entre autres, donc se sont installés au Québec et c'est là où on peut dire que le processus a été enclenché pour deux. Donc là, il faut vraiment garder à l'esprit qu'il y aura toujours un avant et un après début des années 80. Donc années 80, donc début des années 80 et avant. Donc avant, on parlait de vagues migratoires séfarades. On parle de quelques électrons libres qui se sont aventurés avant même qu'il n'y ait établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et le Canada. Mais ce n'est qu'à partir des années 1980 où l'on commence réellement, où le Canada a commencé à susciter un certain intérêt. Mais un certain intérêt auprès de qui ? Auprès des étudiants. C'est-à-dire que l'immigration familiale elle-même en était assez balbutiement. Il n'était pas question à l'époque d'élargir l'immigration un peu à l'échelle familiale, mais l'immigration a dû s'adapter, bien entendu, aux besoins des familles. Car une fois que ces étudiants se sont installés au Québec, il a fallu élargir un peu l'opération de telle sorte qu'elle comprenne un peu les familles. Donc favoriser le regroupement familial. Et puis dans le jargon de l'immigration, ça s'est transformé en parrainage. Donc, on commence à parler de parrainage des familles. Donc, à partir des années 80, donc là vraiment, donc on peut parler de première vague migratoire comprenant des étudiants encouragés par une politique provinciale favorable à l'intégration des étudiants maghrébins, donc en leur favorisant un peu, en leur balisant un peu les terrains et en leur permettant d'étudier au même coût donc que n'importe quel étudiant québécois. Donc les choses sont restées un peu dans l'état. Mais entre les années 1980 jusqu'aux années 2000, jusqu'aux années 2010, 2011, mettons 2012 par exemple, la communauté maghrébine marocaine était là, mais elle était, ma foi, on peut dire qu'elle était un peu exclue
on peut dire qu'elle s'excluait elle-même de l'implication politique. Personne ne l'excluait de facto, bien entendu, mais on peut dire qu'il y avait une certaine désaffection naturelle vis-à-vis de l'implication politique. On ne s'engageait pas politiquement. Pourquoi? C'est comme ça. Personne ne pouvait expliquer au juste pourquoi on nourrissait un tel rejet vis-à-vis de l'implication politique, mais il y a quand même quelques tentatives d'explication pour pouvoir justifier ce rejet vis-à-vis de l'engagement politique. Parce que nous parlons de personnes provenant du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie qui ne portaient pas en haute estime leur élite politique, que ce soit au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Et de fait, quand ces personnes se sont installées au Québec et se sont dit, écoutez, la politique, ce n'est pas pour moi, donc autant laisser ça pour peut-être les représentants des autres communautés. Et ça, c'était une erreur stratégique que l'on pourrait qualifier quasiment de fatale, parce qu'elle a laissé le champ libre aux représentants d'autres communautés qui, elles, nous avaient précédés, mais qui ont fini par devenir, comment dirais-je, moins nombreuses, c'est-à-dire en termes de masse, quoi, mais qui sont très engagées politiquement. On peut parler de la communauté italienne, de la communauté grecque, de la communauté haïtienne, de la communauté, ma foi, portugaise. Donc, chaque communauté a porté sa pierre à l'édifice et donc parvenait à agir comme une sorte de moyen de pression sur les élites pour obtenir le maximum. Donc, pour obtenir le maximum d'avantages, de tirer le maximum d'avantages auprès des élites politiques. Alors que nous autres Maghrébins, nous nous sommes exclus de nous-mêmes parce qu'on s'est dit, ma foi, je me suis installé au Québec pour garantir mon avenir, pour assurer, veiller à une meilleure scolarité au profit de mes enfants. Je pense à ma petite famille et pour le reste, inutile de me... Ce qui fait que cette façon de penser nous a été un peu fatale et s'est traduite notamment par un taux de participation politique communautaire extrêmement faible. Donc, c'est un taux de participation politique extrêmement faible, mais qui se justifie, ma foi. Nous parlons d'un taux de participation qui est des plus dérisoires, mais qui se justifie. Qui se justifie par le fait que des années durant plusieurs années, la communauté maghrébine était celle qui pâtissait le plus de discrimination à l'embauche. Donc, de toutes les communautés représentées au Québec, la communauté maghrébine était l'une des, sinon la communauté qui pâtissait le plus de discrimination à l'embauche et plusieurs études sérieuses ont été rendues publiques dans ce sens. Donc nous ne sommes pas en train d'inventer des faits, ce sont des études québécoises sérieuses qui tentent à démontrer que les Maghrébins, ma foi, tout en étant bardés de diplômes, avec tous les, donc en dépit de tous les atouts qui les habilitaient le plus naturellement du monde à s'intégrer facilement, eh bien, peinaient à trouver un emploi. Donc, on en trouvait des plusieurs centaines, pour ne pas dire des milliers plutôt, des milliers de Maghrébins, qui antérieurement ingénieurs, avocats, architectes, médecins, professions libérales, autres, et qui se trouvaient donc à faire le taxi, la livraison de pizza, etc., etc. Donc on est aux antipodes de la vie qu'on menait antérieurement dans son pays d'origine. Et donc c'est l'une des raisons majeures qui explique cette désaffection, ce rejet vis-à-vis de l'engagement politique. On peut dire que les choses ont évolué assez considérablement par la suite. Et on en arrive au contexte de 2012, lorsqu'il y a eu le fameux débat sur la charte donc des valeurs québécoises. Et là, ça a été un élément déclencheur, un élément absolument décisif, donc une sorte de déclic qui a forcé la mobilisation de la communauté maghrébine, qui était, ma foi, avant, était tout à fait... donc la politique ne figurait pas dans son écran radar. Et pas seulement, je dirais pas seulement la communauté maghrébine, mais la communauté musulmane dans son ensemble. C'est la communauté musulmane qui, ma foi, on peut dire qu'il a été mue par un désir irrépressible, tout d'un coup, de s'engager pour essayer de barrer la route à un gouvernement, je pense. 2012-2014, corrigez-moi si je me trompe, je n'ai plus un peu la date exacte, mais c'était, donc je pense 2014, c'est ça? 2012 ou 2014?
Exact, mais justement, c'était dans le cadre nous parlons de la campagne électorale de 2014, donc la charte des valeurs québécoises. C'était un programme mis en avant par un parti politique, donc qui était mu par des considérations identitaires, mais la formule, ça n'a pas marché. Et donc, en 2014, pour les élections provinciales de 2014, on peut dire qu'il y a eu une sorte de naissance d'un mouvement, d'une sorte de mobilisation massive de la communauté qui a tenu à barrer la route donc au gouvernement marois qui voulait absolument teinter le Québec de la question identitaire. Et ça ne passait pas du tout. Alors, à partir de l'année 2012, à mon avis, c'est une année que l'on pourrait qualifier de charnière. On ne peut pas dire pour autant que le taux d'implication est devenu à la hauteur de ce que l'on pouvait, à la hauteur des attentes, comme par exemple l'implication de la communauté libanaise, par exemple, la communauté italienne, la communauté grecque, la communauté portugaise, la communauté haïtienne. Donc ce sont des gens, donc ces communautés-là ont des représentants connus, pas seulement des représentants politiques, donc sont même représentés associativement de manière efficiente, et les élites politiques, tant à l'échelle fédérale que provinciale et même municipale, mettaient leur point d'honneur à prendre part aux activités organisées par ces communautés. Alors qu'on ne dirait pas que nous, on brillait par notre absence, mais on peut dire qu'on a eu, durant pas mal de temps, des difficultés à s'exprimer d'une seule voix. Qu'importe. Ce qui est certain, c'est que là, il y a eu une sorte d'éveil quant à la nécessité d'en finir avec les pratiques d'antan. Il fallait, dès lors, donc se mobiliser pour pouvoir faire entendre sa voix. Donc c'est là où on commence à parler de véritable déclic. Depuis, donc, nous avons eu la communauté maghrébine, notamment la communauté marocaine, a eu donc des représentants à l'échelle provinciale, à l'échelle municipale, toujours pas à l'échelle fédérale, mais disons c'est un processus qui est de longue haleine et donc qui peut prendre un certain temps avant qu'il y ait des représentants au plus haut niveau, peut-être pourquoi pas à l'échelle ministérielle. Donc moi je voulais juste dresser une sorte de présentation je voulais dresser une présentation pour essayer de vous expliquer comment est-ce que l'intégration s'est opérée au fil des années. Alors, à partir de là, lorsque nous parlons d'implication, j'aimerais quand même souligner un détail qui me paraît très important. C'est que la communauté marocaine, maghrébine, les figures de proue, les figures qui réussissent réellement à briller ne sont pas nécessairement les plus visibles. Hein, n'est-ce pas? Je pense que ça, c'est un aspect fondamental. Ce ne sont pas les personnes qui défrayent la chronique, qui sont visibles, comment dirais-je, régulièrement à l'échelle médiatique, qui sont nécessairement celles qui ont le plus réussi. Donc il y en a qui mènent un peu leur bonhomme de chemin, qui se feraient un peu leur bonhomme de chemin dans les domaines les plus pointus, la technologie de pointe, les sciences, etc., les sciences de l'environnement. Donc j'en connais personnellement donc des personnes qui restent très attachés à leur pays d'origine, mais pour autant, des personnes qui ont décidé d'elles-mêmes de ne pas s'impliquer sur le plan associatif. Donc, il faut absolument garder à l'esprit qu'un nombre très appréciable de Maghrébins qui ont réussi à briller, à occuper, comment dirais-je, des situations que l'on pourrait qualifier d'enviables, donc ont décidé d'elles-mêmes de ne pas occuper les devants de la scène, ni sur le plan associatif, ni même sur le plan virtuel. On ne les retrouve même pas sur les réseaux sociaux. Donc ce sont des personnes qui vivent un peu dans un certain isolement voulu, et donc ça leur réussit, pourquoi pas. Alors, je ne suis pas tout à fait... on va essayer de donner quelques exemples d'intégration réussie parce que je pense que le futur proche est favorable au maintien de la tendance. Donc, il y a eu d'abord quelques précurseurs. On va pas... Certains sont plus controversés que d'autres, mais quand même, il y a eu
n'empêche que bon, la fin justifie les moyens dans certains cas, notamment lorsque nous parlons politique. Il y a eu donc un précédent, donc une dame vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec, puis il y a eu des conseillers municipaux, et puis il y a eu donc un député provincial, et puis écoutez, je dis et je le maintiens, la tendance, elle est favorable à l'accélération de ces tendances en perspective des prochaines élections. Et je pense être en mesure de vous dire que je pense que, advenant la victoire du Parti libéral lors des dernières élections qui ont eu lieu il y a quelques mois, l'un des représentants de la communauté était très fortement pressenti pour occuper un portefeuille ministériel, et je connais personnellement la nature du portefeuille qui lui était promis. Donc tout ça pour vous dire qu'on était vraiment à deux doigts d'avoir un Marocain ministre du gouvernement provincial, mais les urnes en ont décidé autrement. Mais on peut dire que ce n'est que partie remise. Probablement dans l'optique des prochaines élections, peut-être qu'on aura un député fédéral, peut-être qu'on aura un accès d'un autre membre de la communauté dans un gouvernement. Donc, tous les paris sont permis dans ce sens. Alors moi, je voulais m'en tenir à cette présentation d'une manière assez brève pour essayer de favoriser l'échange, laisser un peu la porte aux questions au cas où certains parmi vous seraient intéressés par quelques interrogations.